Station Vue ce soir, c'est un peu grâce à M. Smith parce que c'est lui qui m'a inspiré. Je l'ai rencontré au début du processus de création de la salle ici. Puis j'ai eu plein de discussions avec Roland, puis de ça est née Station Vue. Fait que c'est un peu le retour du balancier ce soir que M. Smith vient de présenter un film dans la salle qui m'a inspiré. Fait que, sans plus tarder, M. Roland Smith. Tout d'abord, moi, je vais renvoyer la balle. Je remercie pour tous les gens qui vivent dans l'Est de Montréal, je remercie Stéphane Hardy et Pierre Pajot, que je connais depuis des années. Et Pierre, sa persévérance, puis celle de Stéphane aussi, la persévérance puis la volonté justement de créer un cinéma dans l'Est de Montréal pour la population d'ici, je veux dire, c'est remarquable. Puis moi, c'est la toute première fois que je viens dans la salle même, ici. Là, je suis venu porter un film il y a un an. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Pierre Pajot m'a dit, Roland, tu n'es pas un critique de cinéma, parle plus de ta vie, des épisodes de ta vie, ça va intéresser le public. Plutôt que de parler du film, parce que le film, il parle par lui-même. Il est vraiment, moi c'est un de mes films préférés de tous les temps. Un des 10 grands films que j'ai vus dans ma vie, puis j'en ai vu beaucoup. Et je vais vous raconter quelques épisodes de ma vie de cinéma. Vous savez, il y avait, quand j'avais 10 ans, les gens disaient autour de moi, je m'en souviens encore, dans la vie, là, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais fais quelque chose que tu aimes. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne le feras pas bien. Puis si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas le faire avec grand plaisir puis avec intérêt. Et ben moi, je me suis occupé de diffusion de films toute ma vie. Diffuser des films. Alors, voilà. Alors, pour ça, il faut en voir. Alors, regardez bien. J'ai 75 ans, bientôt 76, le mois prochain. En 63, j'ai parti une salle qui s'appelait le Cinéma Empire. C'est pas moi qui l'ai parti, c'est 2 Italiens. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais avant ça, là, je sautais un épisode qui était très important. Vous savez, il y a eu un feu en 1927 au Laurier Palace. Et il y a 78 enfants qui sont morts. Et suite à ça, le gouvernement du Québec, ils ont établi une loi que les jeunes de moins de 16 ans, je crois que c'est 16 ans, ne pouvaient pas assister à des présentations de films sans que les parents soient là, soit que des gens majeurs les accompagnent pour des films de Walt Disney ou des films pour toute la famille. Alors, mes parents étaient choqués de cette procédure-là et à toutes les semaines, on allait visionner des films à Champlain, à Plattsburgh, à Rouse's Point, dans les cinémas et cinéparcs de l'État de New York, qui en fait ça prend 1h30, 1h15, 1h30 de se rendre là. J'ai vu des comédies musicales des années 50, les meilleures de Vincente Milleri, des westerns d'Anthony Mann. J'ai vu des chefs-d'œuvre. Puis quand j'ai eu, à la fin des années 50, quand j'ai lu des magazines de cinéma, des revues comme les Cahiers du cinéma et Positif, qui restent encore les 2 meilleures revues de cinéma international. En fait, ce qui sort en France, mais aussi des reportages de festivals et tout ça. Quand j'ai vu la politique des auteurs, je me suis dit que finalement, j'avais vu à peu près les mêmes choses, sans nécessairement les exprimer comme André Bazin, François Truffaut, Claude Chabrol, ou même Jean-Luc Godard, qui écrivaient dans les Cahiers du cinéma. Finalement, le cinéma américain des années 50, ça reste encore pour moi du grand cinéma. Alors, quand j'ai ouvert le Verdi en décembre 1966, j'ai présenté plein de films intéressants de ces années-là. J'avais appris avec 2 Italiens quelques années auparavant, en juillet 1963, quand j'ai commencé le cinéma Empire sur la rue Auguilvé, derrière la gare Jean Talon. C'est des condos aujourd'hui, là. Comme le Verdi, d'ailleurs, est aussi un condo. 5380 Saint-Laurent, c'est un condo.
Alors, j'ai appris à programmer des films grâce à ces deux Italiens-là qui m'ont permis de connaître les distributeurs à Montréal, les politiques de location des films, voir les films avant tout le monde aussi. C'était intéressant de voir ça. Je n'ai pas sorti encore de Montréal, à part aller aux États-Unis, là, mais mon premier festival, c'était en 67. Je suis allé à Venise, l'année où Buñuel, Fellini étaient présents. Puis je suis allé au Festival de Cannes en 68, un demi-festival, parce qu'à un moment donné, il y a eu des événements de mai 68, ils ont coupé le festival en deux. Tout le monde est monté sur la scène de l'ancien palais, là, puis ils ont arrêté, ils ont dit « Retournez chez vous, c'est quelque chose de très grave se passe en France, puis on ne peut pas permettre que les gens soient ici en train de regarder des films pour se divertir, et ils ont arrêté le festival. » Alors, au Cinéma Empire, on présentait Bergman, on présentait Tati, on présentait plein de films, Orfeu Negro par exemple, de Marcel Camus, qui a gagné une Palme d'Or à Cannes. On a eu par la suite, on s'est intéressé au cinéma Hansik sur Henri Bourassa, près de la Jeunesse, où il y a la station de métro Henri Bourassa. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu cette salle. Et puis là, à un moment donné, on m'a appelé. J'ai reçu un appel, parce que le cinéma Hansik marchait très, très, très bien. Cinémas Unis avait besoin d'un employé pour assister à la programmation. Alors, je suis allé travailler presque un an pour Cinémas Unis. Et ça m'a donné une ouverture encore plus grande sur le monde de la programmation. En d'autres termes, je suis un self-made man. J'ai appris sur le tas. C'est pas à l'école, c'est pas à l'INIS, ça n'existait pas dans le temps, que j'ai appris à programmer des films. Aujourd'hui, il n'y a pas de relève, malheureusement. Ceux qui font la programmation pour les grands circuits, Cinéplex, entre autres, puis tout ça, le gars qui fait la programmation pour le Québec entièrement, c'est en fait toutes les salles de Cinéplex. C'est un gars qui était projectionniste avant. Je n'ai rien contre lui, c'est un chum, c'est un ami, mais il n'y a aucune formation, il n'y a aucune vision, ce gars-là. Il n'y a personne pour aller prendre sa place. C'est lui d'ailleurs qui opère et qui programme le Star City qui n'est pas loin d'ici. Alors, il faut que les gens se lancent là-dedans, apprendre à programmer. Parce qu'il faut d'abord connaître le marché, puis ensuite aimer aussi le cinéma, puis se lancer. Puis bravo Stéphane pour l'avoir fait avec Pierre, puis faire de ce cinéma-là ici. Ça va avoir des suites. Ça va en avoir des suites. Il faut y croire. Je suis certain qu'il va en avoir. Alors, au Verdi, le Verdi, ça a donné naissance à l'Outremont, parce que le Verdi, je l'ai pris en décembre 1966, mais j'ai ouvert en janvier 1971 l'Outremont. Je l'ai gardé jusqu'en 1987. Vous savez, c'était une salle qui appartenait à Cinémas Unis. Je l'ai d'abord louée, je l'ai achetée par la suite. Cette salle avait 1200 places. 1200 places. Il y a des soirs, il y avait 2000, 2500 personnes qui venaient voir des films. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, 2000, 2500 personnes? Des lignes qui font le coin, là, qui vont jusqu'à Bloomfield, puis qui s'en vont quasiment jusqu'à Saint-Pierre. Juste pour vous dire, savez-vous ce que c'était le prix d'entrée à l'époque, en 71? 99 cents. Puis les gens nous laissaient la scène pour ça. Donc, ils laissaient une pièce. On mettait un paquet de scènes, là, puis les gens prenaient ce qu'ils voulaient. Quelques années plus tard, on a été obligé de monter parce qu'évidemment, le coût de la vie, 1,25 $, 1,50 $. Puis quand on est arrivé à 1,50 $, on a dit, on va faire un spécial. On va faire une carte, 25 $, 25 films. Ça a été un succès encore plus incroyable. Parce que, évidemment, les autres salles étaient à 4 $, 5 $. Nous, on était à 1 $ quand on achetait 25 $ pour 25 films. Les gens, il y avait la carte, là. Ils venaient voir un film, ils achetaient la carte. Puis là, le lendemain, j'ai déjà payé, gratis maintenant mon entrée. Ils prenaient des chances, ils venaient voir des films qu'ils ne seraient pas venus voir. Puis parce qu'effectivement, on les avait programmés, il y avait une certaine valeur artistique, sociale, et ainsi de suite. Alors donc, ils faisaient des découvertes. On en a fait des cinéphiles. 2 étés maintenant, j'ai programmé des films à l'Outremont, mon ancienne salle.
Les gens me rencontrent dans la rue, ils me disent « Grâce à vous, je suis cinéphile. Je vous remercie d'avoir travaillé et d'avoir fait ce cinéma-là. C'est malheureux que ça n'existe plus, évidemment. C'est plus possible. Là. Maintenant, l'Outremont est une salle de spectacle. Il y a 800 sièges, parce qu'on a enlevé 400 sièges pour faire un bar, une salle, un petit cinéma, une petite salle où il y a des récitals pour des musiciens ou des chanteurs qui sont moins... parce que si... en tout cas, ça concerne pas le sujet. Donc, je voulais expliquer pourquoi il y a une petite salle. En fait, c'est parce que des fois, il y a des artistes qui sont excellents, mais ils seraient tout seuls dans une grande salle de 800 places. S'ils attirent 100 personnes, ça a l'air fou. Hein? Bon, donc, ils ont fait un petit cinéma, un petit théâtre devant, à côté du bar, et ça marche très bien. Alors, bravo pour Outremont, mais en attendant le cinéma, il y en a juste un mois par année, au mois d'août, puis tous les lundis. Alors, donc, au moins, le cinéma est resté là. Alors, quand j'ai vendu l'Outremont, j'ai fait un retour chez Cinémas Unis, qui à l'époque, quelques temps après, s'est appelé Famous Players. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Famous Players, ça a été vendu à Cinéplex. Ça a été amalgamé avec Cinéplex. J'ai travaillé presque 2 ans. J'ai essayé de faire changer des choses. Je n'ai pas été capable. Alors, j'ai décidé de revenir à autre chose, devenir distributeur de films. J'ai travaillé dans le monde de la vidéo aussi, parce que dans le monde de la vidéo, c'était l'avenir à l'époque, le monde de la vidéo. Aujourd'hui, tous les clubs vidéo presque de l'île de Montréal l'ont permis. C'est une réalité où on fait compte. Mais il y a encore des irréductibles comme vous, mais il y en a aussi encore plein de monde qui veulent voir des films sur grand écran. Puis ça, c'est vraiment fantastique. J'ai pris quelques notes pour parler du film de ce soir. Et j'aimerais juste vous en dire quelques-uns, parce que le film, il parle par lui-même. Hein. Pour moi, ce film, il y a... en fait, quand on filme quelqu'un, c'est réel. On ne se pose pas une question à savoir si ce qui est filmé est un rêve ou de l'imagination. On parle de réalité. Alors, dans ce film, c'est surtout assez réel, mais il y a beaucoup de passages où c'est l'imagination de la personne qu'on voit. On ne sait pas si c'est vraiment quelque chose qui va arriver ou quelque chose qui est arrivé dans le passé. On ne sait pas. C'est ça qui est intéressant avec ce film-là. Malheureusement, le réalisateur n'a pas connu le succès de Fellini ou d'Antonioni ou d'Ettore Scola. C'est Elio Petri a fait 2 autres films que j'ai vus, La 10e victime avec Marcello Mastroianni et aussi L'Assassin qui était aussi avec... il a fait peut-être une dizaine de films, puis il n'a jamais connu un grand succès international, et non plus dans son pays. Mais ce film a bien marché, puis ça lui a permis d'en tourner d'autres après. Et il met en vedette aussi Gian Maria Volonté, qui est bien connu pour avoir joué dans 2 films de Sergio Leone, les 2 premiers longs métrages pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et il jouait des méchants. Et dans ce film-là, on ne sait pas s'il est méchant ou s'il est bon, mais vous allez le constater vous-même. Alors, je veux juste vous lire un petit passage ici que je trouve excellent. Je lisais les notes sur le film avant de venir ici, puis j'ai trouvé ça, puis je me suis dit, ben, je vais lire ça aux gens. C'est pour moi. Les films d'Elio Petri, le film d'Elio Petri, occupe vraiment une place à part dans l'histoire du cinéma italien. Sans doute dû à l'osmose entre le scénario, la musique et le jeu proprement halluciné de Gian Maria Volonté. Le personnage principal du film, vous allez le voir, c'est le commissaire. Et la musique est si particulière d'Ennio Morricone. Comme vous savez, Ennio Morricone a fait la musique de presque tous les films de Sergio Leone. Et
ce film, il a fait aussi 1900, le 1900 de Bertolucci. Et Morricone, là, cette musique-là, vous allez l'avoir en tête après l'avoir vu le film, là, vous allez la fredonner, vous allez voir, elle est très envahissante, mais en même temps, on l'accepte, parce que c'est un leitmotiv incroyable, vraiment. Alors, cette musique renforce l'aspect subversif du propos, déjà intrinsèquement très appuyé, mais qui se trouve décuplé par un mélange entêtant de mandoline et de guimbarde. Le commissaire parvenu aux plus hautes fonctions de l'administration policière, homme de pouvoir par excellence, aime à se faire infantiliser par sa jeune maîtresse dans des jeux de rôle où sa fonction et son institution sont systématiquement tournées en ridicule. Alors, sans plus tarder, moi je considère que c'est un grand film, puis j'espère que vous direz à vos amis de ne pas le manquer si jamais ça joue à la télévision. Mais vous savez, il y a plein de grands films qui ne jouent pas à la télévision. L'éducation cinématographique est tellement malheureuse. Télé-Québec, Radio-Canada. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup apprécié à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Ciné-Club. Elle n'était pas diffusée à 11h30 du soir. Dans les derniers temps de son existence, c'était à 11h30 du soir. Mais à l'époque où il y avait la soirée de la lutte, la famille Clouf et tout ça, il y avait aussi une émission qui s'appelait Ciné-Club, en heure de grande écoute, à 9h le soir. J'ai vu Le voleur de bicyclette de Dessica. Ça a été pour moi marquant dans ma vie. Je l'ai revu par la suite, mais l'éducation doit se faire pour les sous-titres aussi. C'est bien important que les gens là, apprennent à lire un petit peu là, quand on présente un film italien ou un film suédois ou un film même américain. Le doublage, ça coupe tout. Ça dénature complètement les films. Et peut-être qu'on comprend un peu plus ce qui se passe, mais il faut lire, il faut apprendre à lire pour avoir l'intonation que le cinéaste a voulu donner à ses interprètes de dialogue. C'est important d'avoir des versions originales. Puis la télévision devrait jouer un rôle comme ça. L'excuse qu'on donne tout le temps, c'est que les gens ne veulent pas lire. Les sous-titres sont mal faits. On a juste à les refaire comme il faut, les sous-titres. Il faut les refaire comme il faut. Il faut qu'ils soient lisibles, assez grands, avec une ombre, parce que quand il y a des sous-titres blancs sur un fond blanc, ils sont illisibles. C'est sûr que là, à ce moment-là, on n'apprécie pas les sous-titres. Mais quand c'est bien fait, vous savez, vous allez à Paris, là, vous avez combien de salles d'art et d'essai qui présentent des films internationaux? Évidemment, à Paris, c'est une ville internationale, il y a une grosse population, puis tout ça, mais à Montréal, combien il y a de salles qui présentent des films en version originale, et internationaux en version originale? Il y en a très peu. Et c'est la télévision qui doit éduquer les jeunes de demain. Les jeunes d'aujourd'hui qui, demain, seront encore plus des consommateurs de cinéma. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces émissions-là, comme Ciné-Club, avoir des parents qui m'amènent aux États-Unis pour voir des films de qualité. Et, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis, voilà. Merci d'être venu ce soir voir un de mes films préférés. Et dites-le à vos amis de ne pas le manquer quand il sera représenté, ce film-là. Je pense que c'est important qu'on continue à montrer du bon cinéma à Montréal. Puis j'ai fait ma part, mais c'est à d'autres à le faire maintenant. Merci beaucoup. Merci. Yes, I'm the murderer. I'm the murderer. I'm the murderer!